Seules les personnes abîmées par la vie peuvent devenir de grands lutteurs. Une personne forte avec un passé facile n'existe pas, car la vie est une succession d'expériences. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce deuxième numéro de votre émission Parlons à cœur ouvert. Aujourd'hui, nous recevons un manager, un poète, un prophète. Nous recevons un entrepreneur. Nous recevons un maître de cérémonie, un conseiller, un motivateur. Nous recevons un homme qui voit au-delà du réel. Il est le fondateur de Boyoma Club Humour. Il est également le directeur général de Roi Events. Nous recevons un jeune hors du commun, remarquable par son talent, son originalité et qui se distingue brillamment. Il a gagné de nombreux prix, dont le dernier remonte du 30 juin 2024. Il s'agit bel et bien du prix de jeune élite, de meilleure jeune élite de la ville de Kisangani. Nous pouvons dire que c'est un mentor pour plusieurs jeunes. Il est un modèle, une source d'inspiration de nombreux jeunes à Kisangani. Nous recevons donc le grand-père Smile, de son vrai nom, Emmanuel Saïdi Diako. Il est célibataire. Bonjour, monsieur Emmanuel Saïdi. Bonjour, madame Dorcas. Nous sommes très ravis et très contents de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission Parlons à cœur ouvert. C'est un honneur pour nous. Merci beaucoup, madame. Alors, par rapport à la présentation que nous venons de faire par rapport à votre profil ou encore à votre personne, avez-vous des choses à compléter ou à ajouter? Avons-nous oublié quelque chose sur votre profil? Bien sûr que oui, je suis aussi conteur. Ah, ok. Donc, au-delà de tout ce que nous avons parlé sur le profil de monsieur Emmanuel, il est aussi conteur. Avec monsieur Emmanuel Saïdi, aujourd'hui, nous allons partager sur les sujets de la mathématique de la vie. Monsieur Emmanuel Saïdi, que comprenez-vous par cette notion de la mathématique de la vie? Parce qu'il faut l'admettre qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Et lorsqu'ils attendent parler de la mathématique de la vie, il y a des personnes qui se font déjà des idées par rapport au calcul ou voire même le finance, du côté finance, pour se dire que je dois calculer. Là, sûrement, ils veulent parler de comment avoir l'argent, comment calculer ce qui te reste et tout ça. Et qu'est-ce que vous pouvez concrètement expliquer aux gens qui nous suivent par rapport à la mathématique de la vie? Merci beaucoup, madame Dorcas. Et je crois que je dois commencer à répondre là où vous avez fini. Vous savez, je vais commencer d'abord à lever cet équivoque où quand on parle de la mathématique de la vie, on doit avoir une formule. Et j'aimerais d'abord dire à quelqu'un que la vie n'a pas de formule. Très bien. Ce que j'aimerais dire, c'est que la vie est une succession des expériences, comme vous l'avez dit. Okay. Alors, la mathématique de la vie, c'est un concept que j'ai développé quand il y a eu des choses qui m'est arrivé. Ça vient de mon vécu. C'est pas quelque chose qui vient au hasard, j'ai réfléchi, c'était comme ça. Non, non. C'est quelque chose qui ressort de tout ce que j'ai vécu dans des concrets. Des concrets, voilà. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Lorsque nous voyons la mathématique de la vie, cela n'a rien à voir avec le calcul comme nous le pensons, mais cela est en rapport avec des expériences que la personne raconte sur son chemin et c'est partant de là que la personne s'est fait une mathématique de la vie, si je comprends bien, partant de votre définition. Alors, vous avez parlé des expériences. Alors, dites-nous, avez-vous des expériences ou encore avez-vous déjà perdu quelque chose de très précieux dans la vie? Si tel est le cas, partagez-nous un peu votre expérience. Merci, madame, pour cette question. Si j'ai pris la force de venir le parler ici, dans cette émission, c'est parce que j'en ai vécu et j'ai subi ça. J'ai accepté, j'ai vaincu et je me suis relevé. Il y a plusieurs de choses, en tout cas, à partager. Et plus particulièrement qui est lié à ma vie, il y a beaucoup de choses qui sont passées, dont je n'aurai pas le temps de tout dire ici, mais je vais parler quand même de quelque chose qui a marqué ma vie. Une date exceptionnelle, c'était en 2012.
Au mois 2012? de décembre, oui, au mois de décembre 2012. J'ai vécu un cauchemar comme pas possible. Un jour, c'était une journée normale. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je suis allé à l'école, je suis rentré. Arrivé le soir, je me suis allongé sur mon lit. Avant de dormir, comme d'habitude, j'ai prié. Et après avoir prié, je me suis allongé. Je me suis endormi. Et le matin, je me suis réveillé. Avant de sortir de mon lit comme d'habitude, j'ai prié. Et après avoir prié, j'ai voulu descendre de mon lit pour aller dehors, me préparer pour aller au cours. Il y a quelque chose d'un homme. Et là, vous étiez étudiant ou encore vous étiez... À ce temps-là, j'avais 17 ans et j'étais élève aux humanités. Aux humanités, au 5e des humanités. Et c'est quand je m'arrive venu, j'ai senti quelque chose de pas normal. J'ai voulu bouger. En fait, le pied n'obéissait pas à ce que le cerveau commandait, en fait. J'ai senti quelque chose d'anormal. Et quand j'ai voulu me forcer seulement comme ça pour sortir, je suis tombé. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à vous mettre debout? Même pas. J'avais pas la force. Les pieds ne pouvaient plus bouger et tout. Quand je me suis relevé, je suis tombé et j'ai voulu sortir. Il n'y avait même pas moyen. J'ai fait l'effort de grimper à 4 pattes pour arriver dans mon lit parce que le pied, je n'avais que le main. Je suis monté sur mon lit et j'étais là. J'ai appelé maman, j'ai appelé tout le monde et j'ai passé en fait ma journée sur les lits. Et c'était une expérience que je ne saurais décrire, ces phénomènes. Et les jours suivants, au-delà du pied, le main aussi ne pouvait plus bouger. Imagine, vous avez 17 ans, vous êtes un ado, vous avez des rêves, vous avez des ambitions. Il faut que vous puissiez faire quelque chose. Avec la joie de passer en 6e année. Pour obtenir son diplôme. Exactement, c'est cauchemar revenu. J'étais dans mon village, à 70 km de Kisangani. Et je vivais avec ma famille là-bas, avec mon père et ma mère. Heureusement, mon grand frère était ici à Kisangani. Il était ici à Kisangani, un étudiant. Ils ont fait l'effort de l'appeler. On l'a dit, si tu ne viens pas, ton petit frère sera mort. Il est venu, il m'a pris. Arrivé à Kisangani, on m'a amené. Là, il vous a trouvé au village, vous étiez totalement paralysé. Totalement paralysé. Le main et tout, il n'y avait même pas moyen de faire quoi que ce soit. Et quand ils ont arrivé avec moi à Kisangani, ils m'ont amené aux cliniques. Il y avait des médecins qui m'ont consulté et ils ont dit « Cet enfant ne pourra jamais plus marcher. Mais si la famille a l'argent, envoie-lui à l'étranger. » Et déjà, lorsque le médecin a prononcé ces derniers mots, c'est très touchant. Et lorsqu'ils ont prononcé ces derniers mots pour dire que vous n'allez plus marcher, qu'est-ce que vous avez ressenti pendant ces instants, pendant ces moments? Qu'est-ce que vous avez ressenti en fait? Vous savez, ces moments, c'était très difficile. C'était comme on était en train d'annoncer à quelqu'un qui a fait des dégâts, à un criminel que vous êtes condamné à mort. Ces moments étaient très pénibles parce que mon grand frère qui comprenait la médecine, qui était étudiant en médecine, devant le médecin, leur maître, on diagnostiquait, on posait un diagnostic comme ça, ce qui ne pourrait plus marcher toute sa vie. Mon grand frère tremblait, que c'était fini pour mon petit frère. Et moi qui étais là, j'avais vu tout ce que j'avais comme vision, comme rêve, finir. Et comme si cela ne suffisait pas, on est rentré. Mais dans cette même période, mon père qui était resté au village, on appelait mon grand frère pour lui dire que votre père n'est plus en vie. Non, c'est pas vrai. Donc, c'est pendant ces mêmes temps, pendant cette même période. Exact. Vous savez, comme si cela ne suffisait pas, dans cette même période où j'étais paralysé, on a appelé mon grand frère pour lui dire que notre père est décédé. C'est pas vrai. Donc, si nous comprenons bien, après avoir été paralysé de la main jusqu'au pied, vous avez également perdu votre père pendant cette même période. J'ai perdu mon père. J'ai perdu mes rêves. J'ai perdu mes pieds. J'ai perdu mes jambes. Je suis aujourd'hui une personne vivant avec un handicap, un PVH. Mais en tout cas, j'avais perdu des choses.
Je ne pouvais plus étudier. Du coup, tout ce que j'envisageais, tout le rêve que j'avais, c'était tombé dans l'eau. Et c'était parti. Une période qui a marqué ma vie. Une période qui ne m'a pas laissé comme ça. J'imagine pendant cette période-là, vous avez déprimé et vous avez eu des envies de vous suicider, tout ça. Comment avez-vous géré la crise? De tout cela, perdre son père, c'est pas chose facile. Mais comme si cela ne suffisait pas, vous avez encore été paralysé. Comment avez-vous géré cette crise pour sortir de la dépression? Vous savez, de tous côtés, je recevais des insultes. Oui, même à l'église dont j'ai prié, parce que quand on a quitté avec moi à l'hôpital, on m'a mené, la solution finale était l'église. Même là où j'ai prié, il y avait des indifférences. Vous savez, naître handicapé, c'est une autre chose. Et quand on devient encore, c'est une autre chose. Voilà, quelqu'un qui est né, il marchait, il jouait au foot. Et surtout le devenir à l'âge de 17 ans. C'est un ado. Normal, on est en train de parler d'un ado là. Et même à l'église là, on disait, il y avait des sœurs et des frères qui pouvaient dire que cet enfant, il était allé toucher au fétiche et que quand on l'a demandé son père et sa mère, il n'a pas voulu. C'est pas vrai. Il n'a pas voulu. Voilà pourquoi il est devenu comme ça. C'était ça. C'est trop méchant. Il est sorcier et tout. Je pouvais même sortir. Et parce qu'après, juste après, quand on m'a mené à l'église, il y avait quand même des pasteurs. Il y avait des intercesseurs qui venaient prier pour moi. Mais le Seigneur m'avait fait grâce un jour quand j'ai fait maintenant la mathématique de la vie. Un jour, j'étais là, couché. C'était comme un tableau qu'on m'a présenté. Le concept de la mathématique de la vie en vécu, c'était comme un tableau qui était là. C'est comme si une main était en train d'écrire. On m'a dit, calcule ce que tu as perdu, moins ce qui te reste. Tout a Donc commencé on te demande de mesurer, de comparer ce que vous avez perdu par rapport à ce que vous reste. Très exactement, c'était ça. Et quand j'ai commencé à calculer, qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu mon père, j'ai perdu mes pieds, j'ai perdu mes mains, j'ai perdu mes rêves, j'ai perdu mes études. La joie de vivre. La joie de vivre et tout ce qui était lié à moi, toutes mes projections étaient parties. Et ce que j'ai fait, on m'a dit, fais moins ce qui te reste. Je commençais à réfléchir. Qu'est-ce qui me reste exactement? Il y avait une tête qui m'est restée et il y avait des yeux qui voyaient. Il y avait des oreilles qui pouvaient attendre. Et il y avait un cœur qui battait dans mon poitrine. Le souffle de vie. Et le souffle de vie que Dieu m'a accordé encore. Et quand je vis ça, j'ai vu que ce que j'ai perdu ne pouvait pas me donner ce que j'ai. Mon père, même dans son vivant, il ne pouvait pas me donner les yeux. Il ne pouvait pas me donner la vie. Encore moins le souffle de vie. Et moins encore le souffle de vie. Tout a commencé par là. Et quand un jour, on est venu prier pour moi, j'ai dit, maman, tiens-moi, aujourd'hui, je me lève. Ah bon? Donc c'était venu comme ça, c'était une décision que vous avez prise ces jours-là? Oui. J'avais pris, j'ai dit, aujourd'hui, je me lève. Ils ont prié pour moi. Après la prière, je me suis relevé. J'ai tenu un poteau parce que mes mains et mes bras étaient en train de trembler comme ça, comme un enfant qui apprenait à marcher. Après avoir dit que vous allez vous lever aujourd'hui, et pendant la prière, vous avez fait un effort de vous lever, c'est arrivé. Après la prière. J'ai dit, je me lève. Et je me suis levé. Ma mère m'a aidé, ils m'ont transporté près d'un poteau de l'église. J'ai tenu comme Samson. J'étais là, j'ai tenu, j'ai tremblé, tout a tremblé et puis j'avais peur de tomber. C'est qu'ici. J'ai tenu, après quelques minutes, j'ai dit, maman, venez. Ma maman a pris, je me suis allongé. Je faisais cet exercice du jour au jour. Et que même quand... Et c'était après combien de temps que vous êtes arrivé à vous tenir pendant la prière? C'était exactement après 2 mois. Si je comprends bien, vous avez fait 2 mois en étant paralysé. Après 2 mois. Et quand j'ai commencé à faire ces exercices-là, j'ai commencé à marcher avec 2 bâtons. Je marchais comme ça, je faisais des exercices. Et quand je sortais, il y avait des enfants qui me hurlaient.
Il y a des personnes qui me regardaient avec des regards indifférents. Il y avait même ceux qui te regardent comme ça et puis ils se moquent de toi à côté, ils tournent les visages, ils les rient de l'autre côté. Et quand je rentrais, je pleurais. Je pleurais parce que c'était pas quelque chose que je suis né avec, mais je suis devenu, je n'ai rien fait. Tu t'endors, comme une injustice, on peut dire. Comme c'était un rêve. Et face à ça, j'ai dit, je peux pas quand même continuer à pleurer. Bien que dans cette période, j'avais aussi la pensée de me suicider. Oui, très exactement. Oui, c'est très normal. Parce qu'avant de faire la mathématique de la vie, je faisais ma mathématique à moi. Je me disais, si mon père était en vie, il allait me soutenir jusqu'à ce que je meure. Vous voyez? Et je me disais, si mon père était mort alors que je suis en bonne santé, je pouvais me débrouiller jusqu'à ce que je pourrais m'en sortir. Et mon père est parti et tout ce que j'ai perdu. Alors face à ça, j'ai dit, je ne peux pas quand même continuer à faire plaisir à ces gens. Ils se moquent de moi, je n'ai pas à pleurer. J'ai dit, je vais donner un sens à ma vie. J'ai transformé ça à une émulation, à une sorte d'émulation, à une motivation. Que je dois en tout cas faire quelque chose. Et lorsque vous avez pris cette décision d'utiliser le potentiel ou encore le reste que vous avez, voilà. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Ou encore, qui êtes-vous devenir? Madame Dorcas, je dirais qu'à 7 ans, j'étais quelqu'un qui attendait qu'on me donne. J'étais quelqu'un qui attendait qu'on puisse m'aimer. Alors quand je me regardais, je me détestais moi-même. Et j'ai jugé Dieu. Mais à ce temps-là, la parole de Dieu aussi m'a aidé. J'ai commencé à ne pas attendre l'amour des gens. J'ai commencé à dire aux gens que je les aime. Et c'est à ce temps-là que j'ai commencé à me découvrir. J'avais besoin de compliments à ce temps-là, qu'on ne me donnait pas. J'ai commencé à me complimenter moi-même. J'ai pris alors à ce temps un miroir. Je me suis regardé à l'intérieur. J'ai regardé qu'est-ce que j'ai. Je suis un peu intelligent. J'ai regardé qu'est-ce que j'ai. Il y a des mains qui commencent à fonctionner. Donc, j'écrivais depuis longtemps, je dois écrire. J'ai donné un sens à ma vie. J'ai commencé à faire l'art. J'ai commencé à servir Dieu. J'ai commencé à animer, à être devant les gens, animer des émissions. J'ai commencé à être maître des cérémonies. J'ai donné un sens à ma vie. Parce que dans la vie, il y a des imprévus et une succession des expériences. C'est ainsi que je me suis lancé dans l'art. Je me suis lancé que je ne dois pas être caché. Quand je présente devant les gens, on se moque de moi. Je dis non. Je dois transformer cet handicap en un potentiel. Je me suis regardé à moi. J'ai regardé les qualités que j'avais à l'intérieur. C'est ainsi que j'ai fermé les yeux sur mon handicap physique et j'ai ouvert mes yeux sur les qualités, mon potentiel, ce qui était à moi. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Saïdi. J'étais déjà emportée parce que c'est très émouvant et c'est très touchant et aussi très encourageant de voir votre histoire, de voir ce que vous avez traversé durant toute votre vie, d'être aujourd'hui une motivation pour plusieurs personnes. Et aussi, j'aimerais profiter pour dire aux gens qui nous suivent aujourd'hui que cette émission sur la question de la mathématique de la vie est là aujourd'hui pour vous réconforter, pour redonner espoir aux gens qui ont perdu espoir. Aujourd'hui, avec ces thèmes, nous avons atteint l'un de nos objectifs principaux, celui de motiver, d'encourager, parce que plusieurs personnes tombent dans la dépression. C'est vrai que dans notre pays, nous n'acceptons pas vraiment et nous ne considérons pas vraiment la dépression, mais laisse-moi vous dire que la dépression existe. Hein? La dépression existe et vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans vos situations, qui se retrouvent dans votre situation et voire même pire ou encore moins, qui dépriment actuellement. Ils ne savent pas comment se relever, ils ne savent pas comment s'y prendre. Alors, je suis là aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui pour vous dire que la mathématique de la vie, c'est tout simplement chercher à mesurer ou encore à comparer ce que vous avez perdu et ce qui vous reste. Peut-être que vous avez perdu votre père, vous avez perdu votre mère. Aujourd'hui, vous vous retrouvez, vous êtes orphelin, vous vous demandez qu'est-ce que je dois faire? Non, je suis devenu inutile.
Mais laissez-moi vous dire que Monsieur Emmanuel Saïdi a traversé pire que ça parce qu'il avait non seulement perdu son père, mais il avait aussi perdu ses mains, voire même ses pieds. Mais il s'est relevé, il s'est donné du courage et aujourd'hui, il est poète, il est prophète, il est plusieurs choses, il a plusieurs casquettes. Alors, ne vous découragez pas. Nous voici un peu vers la fin de notre mission. Alors, Monsieur Emmanuel Saïdi, quel est le dernier mot? Quel est le message fort que vous pouvez transmettre aux gens qui nous suivent actuellement, aux gens qui traversent la même situation que vous, ou encore aux gens qui sont dans des situations pires que vous? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ou encore, quel est le message que vous pouvez transmettre à ces gens? Merci, madame. J'aimerais m'adresser à une personne qui est en train de me suivre. Je ne sais pas forcément ce que tu es en train de traverser et tout ce que tu as perdu dans la vie. Parce que nous sommes dans l'émission Cœur ouvert, j'aimerais te parler à cœur franc que dans la vie est imprévisible. On ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on prévoit et quand on les veut. Il peut y arriver que vous ne puissiez pas avoir ce que vous attendiez que exactement c'est la chose que vous devriez avoir. Mais peu importe tout ce que tu as perdu, fais les facteurs. Fais la mathématique de la vie et tu me donneras raison que ce que tu as perdu là n'est pas plus important que ce qui te reste aussi longtemps que tu seras en vie. Compte sur Dieu. Et parce que Dieu, lui, quand il te laisse encore la vie, ça veut dire on a un chemin à faire. Quand Dieu te laisse tout simplement une minute à vivre, ça veut dire tout ce que tu peux perdre ne peut jamais être plus important que ce qui te reste. Je ne sais pas, peut-être c'est les efforts que tu as fait et tu as perdu une chose très importante. Peut-être c'est une maison, peut-être c'est l'argent, peut-être une personne qui comptait énormément pour toi. Peut-être c'est la santé que tu as perdue, peut-être c'est un boulot et tu as des responsabilités. Peut-être c'est une femme que tu as perdue, peut-être c'est un parent ou un membre proche. J'aimerais te dire d'espérer. Aussi longtemps que tu peux respirer, alors n'arrête pas d'espérer. C'est tout ce que j'ai à te dire. Je ne connais pas la grandeur de ton problème. Peut-être tu as vécu plus que moi. Mais je t'invite aujourd'hui, je t'appelle à faire la mathématique de la vie et à compter sur Dieu qui t'a créé et te connaît. Je ne sais pas si tu as pris combien de temps avec cette situation, mais tu peux te relever comme moi aussi je me suis relevé, à faire la mathématique de la vie et à me dire que je dois avancer. Si Dieu n'a pas permis que je meure, ça veut dire qu'il a encore quelque chose à faire avec moi. Il n'a pas fini. Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Saïdi. Personnellement, j'ai été touchée et je dirais que cette émission m'a beaucoup aidée personnellement parce que nous tous, nous pouvons les dire que nous traversons des moments difficiles, nous déprimons, il arrive des moments où nous perdons espoir. Mais grâce à cette émission, je peux comprendre qu'est-ce que c'est que la mathématique de la vie. Je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience. Nous sommes très heureux et j'espère que nous allons nous retrouver très prochainement. Merci beaucoup, Madame Dorcas. C'est un honneur pour moi. Ok. Comme nous l'avons dit au début, une personne forte avec un passé facile n'existe pas. Chaque leader que nous racontons dans la vie ont toujours une histoire à raconter. Alors, peu importe la situation que tu traverses actuellement, dis-toi toujours que le plus important, c'est d'avoir son souffle de vie. Alors, ne désespérez pas, continuez à espérer et faites toujours la mathématique de la vie pour mesurer ce qui vous reste, pour mieux continuer. C'est sur ces mots que nous vous disons à très bientôt et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas de nous laisser vos questions en commentaire. Nous disons à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.